Comme vous le savez, nous vendons à l'OTAN une énorme quantité d'équipements. Nous ne dépensons pas d'argent, nous gagnons de l'argent. Mais je ne veux pas parler d'en gagner. On ne finance plus l'Ukraine, mais on essaie d'arrêter la guerre, d'arrêter les tueries là-bas. Alors on vend des missiles et du matériel militaire pour des millions et des millions. Et finalement des milliards de dollars aux pays de l'OTAN. Zelensky est en train de perdre ses parrains. Trump annonce qu'il ne dépensera plus un centime pour l'Ukraine, préférant transformer la guerre en gigantesque marché d'armes. Washington ne veut plus financer, seulement vendre. Et l'Europe, elle pousse Kiev à continuer le combat, mais sans argent, sans armée, sans levier réel. Résultat, l'Ukraine devient un pion sacrifié, abandonné par ses propres alliés, tandis que Zelensky s'accroche à un mirage. Mais si les États-Unis retirent le chéquier et que l'Europe se contente de discours creux, combien de temps l'Ukraine peut-elle encore tenir? Suivez cette vidéo pour en savoir plus. N'oubliez pas de commenter, liker et vous abonner pour soutenir la chaîne. Contrairement à notre émission, les diplomaties américaines et russes n'ont pas pris de vacances et cet été 2025 restera marqué par la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. La rencontre entre les deux chefs d'État n'a pas encore abouti à un cessez-le-feu ou à un traité de paix, mais une chose est désormais certaine, les États-Unis se retirent de la guerre en Ukraine. Concrètement, Trump ne déboursera plus un centime pour aider Kiev. Écoutons-le. Comme vous le savez, nous vendons à l'OTAN une énorme quantité d'équipements. Nous ne dépensons pas d'argent, nous gagnons de l'argent. Mais je ne veux pas parler d'en gagner. On ne finance plus l'Ukraine, mais on essaie d'arrêter la guerre, d'arrêter les tueries là-bas. Alors on vend des missiles et du matériel militaire pour des millions et des millions. Et finalement des milliards de dollars aux pays de l'OTAN, avec lesquels je m'entends super bien et avec lesquels on a de très bonnes relations. C'était un excellent voyage, c'est eux qui financent toute la guerre. Nous, on ne finance rien. Et je pense que c'est important de le dire parce que beaucoup de gens ne le comprennent pas. La situation actuelle autour de l'Ukraine révèle un basculement majeur. Donald Trump, en pleine campagne électorale, a clairement indiqué qu'il ne comptait plus gaspiller l'argent des contribuables américains dans une guerre qu'il juge perdue d'avance. Pour Washington, il ne s'agit plus de soutenir Kiev comme un allié stratégique, mais de le considérer comme un simple client à qui l'on vend des armes. Autrement dit, les États-Unis veulent transformer la guerre en business et non en engagement politique ou militaire durable. Face à ce désengagement progressif, l'Europe tente de pousser Zelensky à continuer la résistance, mais elle ne dispose d'aucun levier réel. Pas d'armée unifiée, pas de puissance industrielle comparable et une économie fragilisée par sa dépendance énergétique et par les contre-coups des sanctions. Kiev se retrouve donc dans une position extrêmement précaire. La visite de Vladimir Poutine en Alaska a été suivie de celle de Volodymyr Zelensky à Washington. Inquiets de le savoir de nouveau, seuls face à Donald Trump, les nations européennes les plus vindicatives contre la Russie ont tenu à accompagner le chef du régime de Kiev. Le président français Emmanuel Macron s'est montré satisfait de cette rencontre. Il espère obtenir pour l'Ukraine des garanties de sécurité. Nous avons agréé plusieurs lignes qui sont importantes et qui n'étaient pas aussi claires, je dois dire, il y a quelques jours ou quelques semaines. La première, pour moi, la plus importante, c'est l'engagement américain de travailler avec nous sur les garanties de sécurité. En février, lorsque j'ai réuni plusieurs leaders européens autour du président Zelensky, au moment où un doute naissait, où on avait l'impression que la paix pourrait être bradée, afin de construire justement ces garanties de sécurité, le chemin était long. On a bâti cette coalition des volontaires depuis février. Elle réunit maintenant 30 pays. Et il a été acté aujourd'hui que nous allons travailler avec les États-Unis d'Amérique sur le contenu de ces garanties de sécurité et les coopérations que les uns et les autres sont prêts à apporter. Philippe Béchade, merci de nous rejoindre de France. Je vais commencer par vous. Est-ce que vous vous y attendiez à ce retrait, je dirais, financier de l'opération en Ukraine de la part de Donald Trump ? C'était presque une de ses promesses électorales. Il n'a cessé de répéter que s'il avait été aux affaires, cette guerre n'aurait pas éclaté. Il s'est quand même souvent réjoui que les États-Unis vendent pas mal de matériel à l'Ukraine, jusqu'à ce que l'Ukraine n'apparaissant plus solvable. Il s'est dit que le seul moyen de continuer d'en fournir, ça serait de faire appel, eux, aux Européens.
Voilà, en tout cas, ce qui était sûr, c'est que les États-Unis ne voulaient plus mettre un centime, mais continuer d'en tirer les dividendes, hein. C'est une position totalement cynique de la part de Donald Trump. Gilles Walter, alors en plus la position de Donald Trump est assez intéressante parce que globalement c'est quand même un peu à cause des États-Unis que cette guerre a commencé. Donc là il se présente comme un faiseur de paix tout en continuant à vendre des armes, c'est le beurre, l'argent du beurre. C'est ça, je pense que c'est assez bien résumé. Il a transféré la responsabilité financière à l'Europe. Je rappelle quand même que c'est pas lui qui était aux affaires, que les États-Unis c'est pas Donald Trump, Washington c'est pas Donald Trump, donc sa position officielle est assez claire. Il est en faveur de la paix, comme l'est le président russe. En face de lui ou à côté de lui, selon l'interprétation des pays européens qui sont pas en faveur de la paix. Donc il leur transmet le bébé financier en quelque sorte. C'est à la fois cynique et quelque part assez logique. Ce que vous insinuez, c'est qu'il est possible qu'à l'intérieur de l'administration américaine, finalement, la décision soit pas aussi radicale, que c'est pas définitif? Parce que ça a quand même été aussi confirmé par J.D. Vance, si je me souviens bien. Pour l'aspect financier, je pense justement que c'est un des seuls points sur lequel Trump n'est pas attaqué. Ouais. On a vu à la suite de la réunion à Washington des pays européens qu'il a affaire à forte opposition sur tous les aspects politiques, sur l'aspect financier. À partir du moment où il a eu l'accord des Européens, je ne pense pas qu'il y ait d'opposition au sein de l'administration américaine. Étienne, Emmanuel Macron a l'air très content de lui, dans son voyage à Washington. Est-ce qu'il a vraiment des raisons de se réjouir? Je pense qu'il se raccroche à ce à quoi il peut se raccrocher. Mais si vous permettez, oui. Xavier, je voudrais réagir à ce que vous disiez. Moi, je pense que c'est assez habile de la part du président Trump d'annoncer clairement à la presse le fait que désormais, c'est les Européens qui payent pour cette guerre. Je pense qu'en réalité, c'est destiné aux opinions publiques européennes. C'est destiné à faire comprendre aux Européens que s'ils veulent continuer à supporter leurs différents leaders, ça sera avec leurs impôts et pas avec l'impôt des Américains ni avec les terres rares ukrainiennes. Donc je pense que ça, c'est un élément. Je pense c'est une manière de forcer les opinions publiques européennes à réagir vis-à-de leurs dirigeants. Je pense que beaucoup de commentateurs sous-estiment les qualités de Trump en termes de diplomatie et de politique en manière générale. Et alors pour revenir à Emmanuel Macron, est-ce qu'il a raison comme ça d'être aussi satisfait de son voyage à Washington? Certainement pas. Je pense que vous avez tous vu les mêmes photos qui ont été dans la presse. C'était le maître et les élèves. Ils se sont fait rabrouer. Alors Macron, mais également Merz, lorsqu'il est arrivé avec sa proposition de cesser le feu. Je pense qu'il y a eu un moment très intéressant où Trump a dit les choses telles qu'elles devaient être dites, à savoir que ça donnerait un avantage stratégique à l'une des parties, qu'il n'a pas nommée, mais tout le monde a bien compris que c'était l'Ukraine, compte tenu de la situation sur le terrain aujourd'hui. Et donc, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. C'était un cessez-le-feu préalable, et on leur a expliqué que ça se passerait autrement. Je pense que le dialogue est désormais assez unilatéral, en réalité, entre Trump et Zelensky. Oui, on a l'impression d'ailleurs que Trump, en fait, est le seul au courant de ce qui se passe sur le terrain. C'est ce qui m'a frappé également, c'est que la plupart des leaders européens font comme si le front était stabilisé, comme si tout allait bien et que finalement les négociations pouvaient encore durer des mois et des mois. Moi, je partage quand même un peu cet avis. Je pense que les négociations peuvent durer un petit peu. Vous êtes plus un expert militaire que je ne le suis, mais on voit intervenir désormais des régiments de robots terrestres, pas que des drones volants. Donc je pense que la guerre est un peu en train d'évoluer, et puis on voit que les Ukrainiens sont de vaillants soldats qui se battent bien, et dernièrement, ils ne se laissent pas faire tout de même, donc ça peut durer. Alors je voudrais vous faire écouter ce que disait Vladimir Poutine des dirigeants européens en février de cette année. Il était persuadé que Trump les ferait rentrer dans le rang, ce qui confirme un peu ce que vous dites, et souvenez-vous. Trump a d'autres idées sur ce qui est bon et ce qui est mauvais, y compris sur les politiques de genre ou d'autres questions. Il semble ne pas aimer ça. Et je vous assure, avec son caractère et sa ténacité, Trump mettra de l'ordre assez vite. Et vous les verrez rapidement et très bientôt venir tous se ranger aux pieds de leur maître en remuant gentiment la queue.
Philippe Béchade, alors c'était un peu familier de la part de Vladimir Poutine, cette expression de venir au pied du maître, mais est-ce que c'est pas finalement ce à quoi on a assisté à Washington cet été? Alors, on y a assisté sur le plan diplomatique, bien que Macron, Merz, Starmer continuent de faire semblant d'exister, mais l'Europe s'est pris une véritable humiliation, enfin l'UE en particulier, s'est pris une véritable humiliation sur le plan commercial, acceptant toutes les conditions dictées par les États-Unis. Je rappelle que la Chine aujourd'hui a encore 60 jours pour négocier les conditions des relations commerciales avec les États-Unis, tandis que l'Europe a tout accepté, 600 milliards d'euros, Trump rappelant que ça sera à sa disposition et il en fera un usage discrétionnaire, plus 750 milliards d'achats d'énergie et de GNL auprès des États-Unis, que la France n'en a absolument aucun besoin, mais on va certainement participer aussi à ces achats. Il est clair que l'Europe est complètement vassalisée, enfin l'UE, mais le Royaume-Uni l'est aussi. Il a simplement réussi à obtenir de meilleures conditions commerciales. C'est pas exagéré de dire que Donald Trump tient tous les dirigeants européens dans un grand mépris. Il sait exactement ce qui se passe depuis 2014, même si lui n'a été aux affaires que de 2016 à 2020. Il est bien témoin que les Européens et le fameux format Normandie qui demandait à l'Allemagne, à la France de faire respecter les accords de Minsk, ils ne l'ont pas été. L'Europe a continué de former et d'armer l'Ukraine à l'encontre de tout ce qui était prévu dans les accords de Minsk. Donc Donald Trump ne fera pas de cadeau et je voudrais dire que on a fait littéralement carpette sur les droits de douane dès que Trump nous l'a demandé. Gilles Walter, vous êtes d'accord avec cette approche? Qu'est-ce que ça va être les conséquences de ces négociations qui ont complètement échoué en fait entre l'Union européenne et les États-Unis? Elles n'ont pas échoué, elles n'ont pas eu lieu en fait. Il n'y a pas eu de négociation. Il y a eu des conditions posées par les États-Unis qui ont été acceptées dans la totalité. Je crois que aucun commentateur, même en France, on peut être les plus pro-européistes possibles. Personne n'a été jusqu'à dire qu'il y a eu des négociations et que l'accord a été bon, à part peut-être quelques hommes d'affaires intéressés sur la relation. Mais sinon, c'est évidemment une retraite, une défaite en race campagne. Ça, c'est évident. Je serais peut-être un peu moins catégorique sur la réunion de Washington, parce que je rappelle quand même qu'il y a eu sur tout ce qu'il y a autour, cette coalition qui n'était pas invitée, qui est venue, on a vu tous les photos. Mais il y a aussi quand même eu une rencontre Trump-Zelensky, où il est probable que le président américain a expliqué, il y a certainement eu des discussions assez fermes avec le président ukrainien suite à sa rencontre avec le président Poutine. Si vous voulez, le lendemain, une fois que le président Zelensky a parlé avec la délégation des volontaires, des militaires, en fait, il a finalement fait aucune concession, alors qu'il était quand même envisageable au départ, et certainement que ce qui est ressorti, parce qu'il est finalement ressorti officiellement quasiment rien de la rencontre d'Anchorage, en tout cas du côté russe, il n'y a eu aucun commentaire. Il y a eu du côté américain, il y a les commentaires habituels de Trump qui est satisfait. Et il y a eu pas mal de fuites, mais on peut quand même, il y avait quand même, on envisageait le fait que la position russe a été comprise. À partir du moment, de toute façon, où le président Trump se positionne en faveur de la paix, où il a parlé des concessions territoriales, il a expliqué ça certainement au président Zelensky, il n'en est rien ressorti. Et sans doute que les Européens ont accepté l'humiliation formelle
de venir sans être invité, de faire la queue dans l'antichambre, Oui, etc., pour finalement garder sous contrôle la situation ukrainienne. En plus, on nous a présenté Volodymyr Zelensky depuis le début du conflit comme un maître diplomate, comme un peu l'homme politique idéal. Et puis, finalement, il est convoqué à Washington et les Européens ont tellement peur de le laisser le seul une nouvelle fois avec Donald Trump qu'il se précipite pour lui porter secours. On voit ça aussi un peu, c'est un peu le déclassement de Zelensky aussi. Même si je suis d'accord avec Gilles que la rencontre entre Trump et Zelensky a dû sans doute avoir des fruits bénéfiques, malgré tout, pour lui c'est une humiliation. Je ne pense pas que vous visiez uniquement le changement de costume, mais à mon avis, ça a une portée symbolique qui est très forte. Je crois qu'il avait expressément demandé lors de la première rencontre qu'ils ne viennent pas en tenue militaire pour justement montrer être dans une approche constructive vers la paix. Il y a eu l'épisode que tout le monde a retenu, assez désagréable, où il se fait vilipender par J.D. Vance. Et là, il est venu, certes dans un costume de la même couleur, mais un costume. Donc moi, je pense que c'était pas une humiliation pour Zelensky, parce que je pense que précisément, il a été reçu très bien, beaucoup mieux, et que non, je pense que la séquence était plutôt favorable pour Zelensky en réalité. En tout cas, ce qu'on a appris aujourd'hui, parce qu'il y a eu un communiqué des affaires étrangères russes qui a précisé que tous les objectifs de guerre russes, aucun n'avait changé. C'est-à-dire les 4 régions plus la Crimée, la démilitarisation, la dénazification, la fin des persécutions religieuses, des persécutions linguistiques. Donc tous ceux qui ont phosphoré autour de ce qui avait pu se passer, des concessions que les Russes auraient pu faire, finalement, il n'y en a eu aucune de faite. Je ne partage pas cet avis. Ah oui j'ai l'impression que le président Poutine est arrivé avec des concessions assez importantes qui ont été d'ailleurs, je pense, remarquées par Trump, et ça fait l'objet d'une petite phrase qui a été entendue par les journalistes entre le président Trump et le président Macron, et que non, le sujet est bon, quoi. Voilà, je vois pas. Alors de son côté, malgré les déboires militaires ukrainiens sur le terrain, le chef du régime de Kiev, Volodymyr Zelensky, continue d'affirmer lors de la fête de l'indépendance que l'Ukraine tiendra bon jusqu'à la victoire finale. Je vous propose d'écouter une partie d'un clip qui a été diffusé à cette occasion. À l'occasion, c'était le 24 août de la fête de l'indépendance ukrainienne. À l'intérieur de ce monument de l'indépendance se trouve une structure en béton armé capable de résister littéralement à un ouragan, tout comme notre Ukraine a résisté au grand malheur que la Russie a infligé à notre terre. Ici, au kilomètre 0, c'est le point de départ où les distances vers les villes ukrainiennes sont indiquées, vers notre Donetsk, notre Lugansk, notre Crimée. Et aujourd'hui, ces marques ont une signification entièrement différente. Il ne s'agit plus seulement de kilomètres. Elles nous rappellent que tout cela, c'est l'Ukraine, et que nos gens sont là-bas, et qu'aucune distance entre nous ne peut changer cela, et qu'aucune occupation temporaire ne peut le modifier. Et nous serons de nouveau ensemble, comme une seule famille, comme un seul pays. Ce n'est qu'une question de temps, et l'Ukraine croit qu'elle peut y parvenir. Assurer la paix sur l'ensemble de son territoire. L'Ukraine en est capable. La ligne rouge pour la France et la coalition des volontaires semble être désormais de maintenir une Ukraine militarisée, tournée contre la Russie, et de livrer le pays à l'occupation de forces militaires étrangères. C'est ce qu'affirme Emmanuel Macron. Écoutons-le aussi. C'est le format d'une armée ukrainienne qui puisse résister et même dissuader toute agression russe, c'est-à-dire une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes, que nous allons devoir équiper, former, maintenir dans la durée. C'est ensuite des forces de réassurance que les alliés sont prêts à fournir, mer, terre et air, et qui, sur certaines zones, garantissent justement qu'il n'y ait pas d'intrusion. Ce ne sont pas des zones chaudes. L'objectif de ces forces de réassurance, ce n'est pas d'être des garants d'opérations de maintien de paix. Ce ne sont pas des forces qui tiendront la frontière, mais elles signent un soutien stratégique et elles préserveront dans la durée cela. Alors en Europe, tout le monde n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron. Le vice-président du Conseil des ministres italien, Matteo Salvini, lui a suggéré d'aller se battre lui-même.
Absolument pas. Si Macron veut y aller, qu'il y aille. Mais seul, car pas même un Français ne le suivra, je pense. Et certainement pas des soldats italiens. C'est ma position en tant que vice-président du Conseil des ministres, en tant que ministre, secrétaire de la Ligue et en tant que parent. Nos enfants n'iront pas se battre en Ukraine. Philippe Béchade, on a l'impression que Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron ne vivent pas dans le même monde que les Russes, on va dire au moins. Comment vous expliquez ça? Et les deux dirigeants vivent dans un narratif. J'évoquais les accords de Minsk, hein, que ni Macron, ni Hollande, ni Angela Merkel, ni Olaf Scholz n'avaient respecté. Ils savent tous ce qu'ils font, à mon avis. Persister à dire que l'Ukraine restera le territoire dans les frontières qu'on connaissait avant fin février 2022, tout le monde sait bien que c'est complètement illusoire. Moi, je rappelle une déclaration de Nicolas Sarkozy qui remonte, je pense, c'était un petit peu avant 2012, qui expliquait qu'il fallait à tout prix, dans le dossier ukrainien, parce que c'était déjà un souci à l'époque, à tout prix éviter de se retrouver dans une guerre froide avec la Russie. Bon, là maintenant, les fameuses de troupes au sol, hein, sur lesquelles on a beaucoup glosé, on est au-delà de la guerre froide. On est effectivement sur une de ces lignes rouges. Et je pense qu'il faut essayer de sortir un petit peu du cadre. Bon, le narratif, il est là pour continuer d'entretenir une vision complètement décalée de la part d'une opinion publique qui ne comprend pas grand-chose au dossier, qui n'a pas suivi ni l'affaire du Maïdan, ni les attaques contre le Donbass, ni le réarmement de l'Ukraine. Et aussi bien en France qu'en Allemagne, on voit que ça fonctionne assez bien. Il n'y a pas vraiment de révolte de l'opinion publique face à l'hypothèse d'envoyer des troupes. Et maintenant, on nous explique, et c'est un article du Canard enchaîné qui le révèle, qu'on pourrait s'attendre à 100 000 ou 500 000 morts ou blessés dans un éventuel conflit à partir de 2026 avec un adversaire qu'on peut imaginer que ce ne sera pas la Tasmanie. Enfin, c'est complètement dingue. Et ce narratif de la peur, ça permet de convaincre les Européens qu'il faut dépenser beaucoup d'argent pour se protéger de Vladimir Poutine, qui a bien sûr pour ambition de recréer la grande Union soviétique après avoir piétiné pendant 3 ans en Ukraine. Nul doute qu'en quelques semaines, il défilerait à Berlin sous la porte de Brandebourg ou au pied de l'Arc de Triomphe. Enfin, je vois dans tout ça surtout un message et de la manipulation à destination des opinions publiques françaises, allemandes, britanniques, enfin tous ceux qui sont suffisamment naïfs et qui se contentent de la version qu'on leur sert aux 20h. C'est vrai que ce soit en Ukraine où Volodymyr Zelensky a besoin de maintenir finalement cette guerre en cours pour pouvoir préserver son pouvoir, parce que dès qu'il y a une trêve ou dès qu'il y a une paix, il y a élection. Et évidemment, étant donné la situation sur le terrain, il va la perdre. Et on a de côté Emmanuel Macron qui bat des records d'impopularité. Est-ce que finalement la guerre en Ukraine n'est pas devenue un élément de la politique intérieure des pays européens, à commencer par la France? C'est évident. Et aujourd'hui, la coalition des volontaires comporte beaucoup de gens qui sont pour la continuation du projet européen, la politique de petits pas et de transmission de souveraineté à l'Europe. Et ils ont besoin, vraisemblablement, de crise pour justifier le fait de mettre encore plus de choses en commun. On avait connu pendant le Covid les aspects financiers, c'est-à-dire les emprunts au niveau européen qui ont été créés au moment du Covid, ce qui est une intégration européenne plus importante. Et là maintenant, ce qui nous pend au nez, c'est une armée européenne. En réalité, ce qu'ils aimeraient, c'est une défense, une politique de défense ou une politique étrangère à minima européenne. Ils vont là-dessus. Et je pense qu'au-delà de cet objectif politique qui est le leur, je pense être le leur, il y a effectivement des considérations de politique interne. Et ce sont des gens
qui n'ont pas une très grande popularité en ce moment, que ce soit les dirigeants allemands ou les dirigeants français. Et anglais. Et anglais. Et que c'est toujours plus facile pour eux d'exister dans ce contexte-là, où dans un temps de crise, un temps de guerre, le réflexe naturel de la population, c'est d'être derrière son dirigeant. Et donc c'est ce mécanisme pavlovien-là qu'ils attendent. Il y a comme Gilles Walter, tout un discours contradictoire, parce que vous avez d'un côté Emmanuel Macron et donc les Européens qui demandent une trêve immédiate, et en même temps, ils expliquent qu'ils veulent une armée bien équipée, bien entraînée de plusieurs centaines de milliers d'hommes. Donc là, les Russes n'ont aucune raison d'accepter un truc pareil. Je sais pas si c'est... Je pense pas que c'est de la contradiction, c'est pour moi plutôt c'est de trouver un terme approprié, de l'incompétence. De toute façon, tout ce qui est dit est complètement incompréhensible. Mettre en place une armée, mais qui ne sera pas agressive, qui donc fera quoi? Sera dans les bars de Kiev en attendant que quelque chose se passe, mais ne sera surtout pas agressive avec la Russie. Par contre, garantira la sécurité. Moi, j'ai entendu un commentaire d'un analyste russe assez compétent et bien informé que j'ai trouvé intéressant, qui serait intéressant de mettre sur le débat public en France. Il disait qu'en réalité, on a actuellement face à face les deux armées opérationnelles terrestres les plus fortes au monde, l'Ukraine et la Russie. Donc, on veut envoyer 100 000, 500 000 hommes. On sait combien ils se battent, à la fois les Ukrainiens, combien se battent, combien il y a de soldats dans l'armée ukrainienne, combien de soldats dans l'armée russe. Donc même conceptuellement, même si derrière il y avait autre chose que des mots un petit peu incompréhensibles sur une armée qui n'est pas agressive, mais qui est quand même sur le terrain et qui fait peur, mais sans... Ça serait des sujets intéressants de confronter le potentiel actuel d'une force terrestre en Ukraine déployée par des pays européens, par un pays, par plusieurs pays, par rapport à des armées qui se battent depuis 3 ans, dans les conditions qu'on connaît et qui sont effectivement des armées très fortes. Et c'est vrai que quand on voit les troupes ukrainiennes aller s'entraîner ou être entraînées, là je voyais par des Canadiens, des Français, des Anglais, qui n'ont pas connu de guerre de haute intensité depuis la Seconde Guerre mondiale, ça paraît quand même assez lunaire, comme on dit, de vouloir comme ça pousser l'Ukraine à continuer à faire la guerre, et puis peut-être envoyer des troupes, et puis si par hasard, par malheur, nos troupes étaient engagées, ça commencerait par 10 000 morts le premier mois, et donc tout d'un coup on verrait des milliers de cadavres rentrer en France. On voit pas trop. C'est pour ça que ce narratif, j'entends bien que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Philippe Béchade, que c'est une manière aussi de manipuler les opinions publiques, mais globalement il n'y a pas grand-chose de rationnel là-dedans. Et pour moi, il n'y a rien de rationnel. Vous parliez de lignes rouges pour le président Macron. Il y a des vraies lignes rouges pour le président Poutine qui sont claires depuis 3 ans. S'il y a un soldat de l'OTAN qui vient sur le territoire ukrainien, il y aura des représailles qui seront... Vous savez, il l'a assez répété, on n'a pas vraiment encore commencé. Donc malheureusement, on s'expose en faisant de la politique intérieure. Je suis tout à fait d'accord. C'est purement de la politique intérieure pour continuer à alimenter le sentiment anti-russe. Mais en face, de toute façon, ils répondent même plus, si vous voulez. Il n'y a plus rien à répondre. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais... Philippe Béchade, alors au-delà du narratif, on est bien d'accord qu'il n'est pas très rationnel, pas très réaliste. Est-ce que vous pensez que les dirigeants européens, puisque maintenant c'est d'eux dont il s'agit, ont un plan de sortie réaliste, qu'ils ne disent pas, mais que finalement ils vont pousser Zelensky à des concessions territoriales ou d'une manière ou d'une autre, en fait, pour arriver à un accord de paix? Alors, j'avoue que là, ils sont tous allés les uns et les autres tellement loin dans le mensonge, le narratif. Il suffit d'aller à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud. Bon, j'ai fait ces 3 continents là ces 8 derniers mois. Il n'y a qu'en Europe où on a une vision du conflit russo-ukrainien qui est à peu près conforme au narratif. C'est-à-dire que nos opinions publiques sont extrêmement naïves, mais voilà, il y a le 13h et il y a le 20h, les chaînes d'information en continu, enfin de désinformation en continu, et on en reste là. Et effectivement, quand on voit jusqu'où on a été, on peut se demander comment Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Mark Rutte, puisque c'est lui le patron de l'OTAN,
comment ils vont réussir à se dépatouiller de 3 ans de propagande. C'est assez incroyable. Et moi, je voudrais rappeler quand même les vrais enjeux. On comprend dans le discours de Donald Trump qu'en plus de rechercher la paix, il verrait bien la Russie réintégrer le G8. Pendant ce temps-là, on est en train de préparer le 19e paquet de sanctions. On parle de créer un cadre légal pour la future paix, et dans le même temps, d'un seul coup, on commence à se demander si en France, il n'y a pas des avoirs russes qui auraient été confisqués illégalement. Enfin, là, je dois dire que c'est très très difficile de voir une porte de sortie ou un Deus ex machina qui aboutirait à ce que finalement on dise bon bah alors voilà on se réconcilie ou on s'entend sur une solution de paix. La solution de paix que négocient Poutine et Trump, et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'écho de la réunion de l'Alaska, enfin on comprend qu'il n'y a pas d'opposition fondamentale sur le mode de résolution qui sera très proche probablement du premier plan de paix qui a été torpillé par les Britanniques à Istanbul début avril 2022. Là, on est vraiment cornérisé. Je veux dire que moi, je serais incapable aujourd'hui d'arriver à changer de discours du tout au tout devant mon opinion publique en disant bon bah finalement tout est arrangé et finalement ce qui est important c'est qu'on recommence à commercer ensemble. Parce qu'on comprend c'est que les États-Unis et la Russie eux ont bien l'intention de continuer, je dis bien de continuer de commercer ensemble parce que ça n'a jamais cessé. Les États-Unis continuent d'acheter du titane à la Russie, même du combustible recyclé à la Russie. Je pourrais faire une longue liste. Et les Européens, eux, continuent de se couper de la Russie. Mais ça n'avantage qu'un seul acteur dans l'affaire, c'est les États-Unis. Et les États-Unis, pour eux qui ont vendu beaucoup d'armes, maintenant, le prochain tempo, c'est, maintenant, on aide à reconstruire l'Ukraine et c'est nous qui engrangeons les contrats. Et après ça, on gage ça sur quelques richesses ukrainiennes. Je suis pas sûr d'ailleurs que ça soit vraiment les terres rares parce qu'on ne connaît pas réellement leur teneur. On ne sait pas si elles sont vraiment exploitables et rentables. Non, les Européens, je veux dire, je suis incapable de dire comment ils vont expliquer aux opinions que finalement, il y a une paix qui se conclut et qui est la paix plus ou moins voulue par Donald Trump. D'ailleurs, dans le Wall Street Journal d'il y a 2 jours, il était question du retour d'Exxon sur le marché russe, sur le projet Sakhalin 1. La séquence américaine s'est donc close par un succès russe et une déroute européenne. Dans cette grande négociation qui a démarré entre les deux puissances